Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours des théories de la communication. Moi, c'est Dr Albert Mendy, professeur de communication. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce cours des théories de la communication, un cours de 20 heures pour ceux qui euh, ne savent pas un peu le, le quantum horaire. Alors, pour démarrer, je vous dis tout de suite, on ne peut pas ne pas communiquer. Ce n'est pas ma citation. Cette citation est de Paul Václavic, qui est de l'école de Palo Alto en Californie, aux États-Unis. Et ce Paul Václavic fait partie des théoriciens de la communication que nous allons étudier. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand il dit on ne peut pas ne pas communiquer? Il n'est pas possible de ne pas communiquer. C'est l'un des plus grands axiomes qui a été défini donc par l'école de Palo Alto avec Paul Václavic. Mais quel est ce principe? Et dans nos problèmes de communication aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique ceci: l'impossibilité de ne pas communiquer. OK? On peut en effet considérer que le comportement que nous avons a une valeur de message. Un soupir quand nous respirons, un regard, parfois une intonation dans la voix, donne un sens à un message. Même sans parler, tous nos comportements sont une forme de communication. Et il n'y a pas de non-comportement. Le comportement n'a pas de contraire. Il n'est donc pas possible de ne pas communiquer. Même celui qui ne veut pas communiquer, eh bien, ce silence veut tout dire. Alors, donc, ça, c'est très, très important de savoir cela. Alors, l'axiome qu'on a décrit plus haut, on ne peut pas ne pas communiquer, n'est pas que théorique, mais a pu aider beaucoup de personnes, des spécialistes dans beaucoup de domaines, surtout les psychologues et les médecins, à comprendre certaines maladies comme la schizophrénie. La schizophrénie qui est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments, les émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont atteintes. Il y a des troubles de la pensée et des comportements bizarres, des, euh, voilà, ces personnes qui font des propos, qui parlent comme si c'était des fous, parfois même de manière incohérente. Alors, donc, mais comme nous l'avons vu, il n'est pas possible de ne pas communiquer et les schizophrènes se trouvent ensuite dans l'obligation de nier surtout qu'ils sont en train de communiquer. Alors, l'obligation de nier aussi que euh, leur dénégation elle-même puisse être une communication. Alors, très très important de savoir tout cela. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis effectivement, il y a toujours un décalage. Et ça, c'est très très important de savoir cela. Et pourquoi il y a un décalage? Eh bien, c'est très simple. Par l'expression, tout d'abord, entre ce que nous voulons exprimer et ce que nous arrivons à dire ou à écrire, il peut exister un décalage dû au fait que nous ne trouvons pas les termes exacts pour exprimer notre pensée. Ce que nous disons n'est pas forcément ce que nous voulions transmettre ou voulions dire initialement. Et ça, c'est très important. Et ensuite, le codage, c'est-à-dire les mots que nous utilisons, les termes de notre langue, surtout en premier lieu, au moment de la conception du message, euh, permet de formaliser notre perception de la réalité. En second niveau, il intervient pour communiquer et entre ces deux codes, une partie du message originel est perdue. C'est-à-dire quand je suis en train de parler, j'utilise des mots.
Et ces mots, je peux les coder. C'est-à-dire, si j'utilise des mots trop techniques, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, vous allez prendre du temps pour comprendre, pour déchiffrer. Donc, j'ai intérêt dans ma communication d'utiliser des mots à votre portée. Et c'est très, très important quand on parle de codage. Alors, donc, moi qui parle en tant qu'émetteur, bon, entre ce que je dis et ce que je veux dire et ce que je dis, effectivement, il peut y avoir un décalage. Maintenant, nous allons voir du côté de l'émetteur, du récepteur. Vous qui recevez mon message en ce moment, vous êtes en train d'entendre ce que je dis. Entre ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez et ce que vous allez retenir, eh bien, là aussi, il va y avoir un décalage. Et pourquoi? La réception d'un message par notre interlocuteur n'est jamais totale. L'interlocuteur, c'est-à-dire le récepteur, va sélectionner les informations en fonction de ce qu'il comprend de notre système de codage ou en fonction de sa propre perception de la réalité. Donc, l'écoute est très importante. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, il est en train de vous écouter. Mais en réalité, votre interlocuteur peut donner des signes d'écoute alors même que son attention ne peut être ni constante ni soutenue. Vous êtes en train de lui parler, il hoche de la tête, mais en réalité, il est préoccupé par autre chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et enfin, le cadre de référence. Le cadre de référence est sans doute le plus grand pourvoyeur de distorsion. C'est-à-dire ce cadre de référence, on verra ça lors du cours des fondamentaux. C'est ce cadre de référence qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de pertes d'informations au niveau du message qui est transmis par l'émetteur. Ce cadre est fait des idées, du savoir, des normes, des valeurs, de l'expérience, du vécu de chacun d'entre nous. Tout ce que nous recevons comme information est filtré par ce cadre. Je peux être en train de dire des choses, de vous donner une information, mais si vous avez des idées arrêtées sur le thème que je suis en train de développer, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de votre cadre de référence. Donc, il peut y avoir des problèmes pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Donc, ce qui fait que, entre ce que je dis et ce que vous retenez et ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités de ne pas se comprendre et de ne pas... voilà. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de communiquer. OK? Et ça, c'est très important de savoir cela. Savoir bien communiquer, ça s'apprend. Il est préférable d'éviter les techniques toutes prémâchées pour assurer un succès miraculeux. Pour commencer, il faut avoir une meilleure connaissance du processus de communication grâce à l'intégration d'un certain nombre d'outils, de concepts, d'attitudes développés. Alors, très très important. Alors, l'objectif de cette formation, surtout de ce cours, est de vous donner surtout des éléments, un panorama des principaux cadres conceptuels et objets d'étude qui ont constitué le champ de la communication. Et en tant que cours théorique, vous allez mieux comprendre, il vise aussi à sensibiliser les étudiants au rapport étroit qui lie théorie et pratique de recherche, c'est-à-dire au rôle et à la place de la théorisation et dans la compréhension des phénomènes de communication. Et donc, vous verrez dans les documents de cours que je vous ai laissés, à la fin de ce module, vous devez être capable, en mesure de comprendre ces concepts de base, reconnaître les diverses manifestations des courants de pensée qui façonnent les théories de la communication et identifier les forces et les limites propres à chacune
de ces concepts abordés. Alors, donc, ça, c'est très, très important de savoir cela. Et surtout dans le contenu du cours, vous voyez, il y a deux grands chapitres. Le premier tourne autour des généralités conceptuelles. On a dit théorie de la communication. Avant d'aborder les théories de la communication, il faut qu'on fasse une clarification d'un certain nombre de concepts. Qu'est-ce que c'est que la communication? Qu'est-ce que c'est que la théorie? Donc, dans le premier chapitre, les généralités conceptuelles, nous allons voir en grand A les notions de communication. Il y aura des définitions. Et nous verrons en grand B les notions de théorie. C'est-à-dire tout ce qui est définition, problématique, hypothèse, concept et modèle. Et dans le deuxième chapitre, qui est l'essence même de ce cours, nous allons aborder les théories classiques de la communication. Qu'est-ce qu'un paradigme? Qu'est-ce qu'un modèle? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de modèle. Qu'est-ce qu'un courant de pensée? Et les différents théoriciens qui sont des pionniers des théories de la communication qu'on va étudier. Entre autres, Harold Lassweld, qui fait partie du courant fonctionnaliste. Shannon et Weaver, ce sont deux théoriciens de la com, Claude Shannon et Warren Weaver, qui sont du courant cybernétique. Et enfin, le modèle Roman Jacobson, qui est du courant structuraliste et linguistique. Alors, donc, durant ce cours, je propose aux étudiants des méthodes pédagogiques qui sont assez éprouvées un peu partout. Pour chaque cours théorique, on est dans un cours théorique, il y aura un petit groupe de 4 étudiants qui sera chargé d'en faire la synthèse. Cette participation de chacun permet une appropriation active de la matière. Chaque synthèse sera disponible au fur et à mesure sur le site du cours. Alors, vous allez me dire, mais comme vous êtes un peu éloignés les uns des autres, vous n'êtes pas, on est en distanciel, comment on va faire? Oui, les réseaux sociaux sont là, vous allez rester en connexion. OK? Alors, les théories de la communication, pour aller vite, cette théorie de la communication est aussi ancienne que la réflexion sur la connaissance, sur le savoir et sur les conditions de leur transmission. La parole, l'écriture, le texte, le livre ont conduit les philosophes, les théologiens, les écrivains, mais aussi les maîtres et les enseignants sur le chemin de cette inévitable réflexivité. Et comment les choses se transmettent-elles, s'enseignent-elles, et au fond, comment se communiquent-elles? Voilà une question aussi vieille que la mise en relation de valeurs communes entre plusieurs individus et plusieurs groupes. C'est au XIXe siècle que l'avènement des grands médias de masse, des écrans et aussi, au sens moderne du terme, puis de l'ensemble des réseaux informatiques, que va engager des chercheurs à mener des travaux dans un souci scientifique de formalisation sur la communication. Alors, jusqu'à les inciter au cours du XXe et XXIe siècle à, disons, fonder le champ des disciplines digitales, de la cybernétique, de la grande conversion numérique. Alors, sur ce plan, ces théoriciens avaient pour objectif de formaliser et de modéliser la relation homme-machine entre les ordinateurs naissants et leurs utilisateurs, en théorisant et en conceptualisant la communication. Et ils voulaient réduire la communication humaine à la communication machine. Mais certains chercheurs en sciences sociales se sont détournés de cet objectif après la Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont intéressés à l'influence des médias sur les gens et l'usage que les gens en font. C'est à partir de ce moment que les théories de la communication sont nées et ont commencé à se développer. Alors, donc, vous voyez un peu, lors de la visioconférence, nous allons développer un TD autour de ça.